Merci d'être présent pour cette première conférence du matin de Classe Export, deuxième jour, avec une thématique. On a beaucoup traité d'Afrique, de francophonie hier. Et là, on va passer au plus grand pays du monde, c'est-à-dire Amérique du Nord, aux USA, avec une des premières fois, et je voulais vous remercier d'être venus tous, d'être ici présents, sur la Floride. Floride qui est un marché qui est un peu méconnu, je trouve, et sur lequel il y a beaucoup de tabous, on en parlera tout à l'heure, de la part des entreprises françaises, qui n'est pas qu'une destination touristique, comme beaucoup le pensent, et qui est un des grands pôles économiques américains. Et je pense que c'était intéressant qu'on puisse voir un peu comment le pénétrer. Donc on a rassemblé certains intervenants, je vais les laisser se présenter dans quelques minutes, pour traiter un peu tous les sujets. Du sujet de comment on pénètre le marché américain et pourquoi la Floride peut être une porte d'entrée. Du sujet qui tous un peu vous intéresse aussi au niveau des visas, au niveau de la réglementation. On a fait venir Glenn qui est avocat, qui est juriste et qui vous parlera un peu de comment on résout les problèmes du quotidien aussi, parce que ça c'est important. Aussi bien au niveau de la logistique et du transport. Ce qu'on va peut-être faire, c'est peut-être un tour de table. Glenn, vous pouvez commencer, si vous pouvez vous présenter quelques secondes. Bonjour, je suis Glenn Cooper, avocat des affaires, avocat d'immigration au cabinet Gray Robinson en Floride. Donc je suis situé dans la région sud-est de la Floride, Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach. Et donc je suis très content d'être ici avec vous et bon, je serai ravi de vous connaître après la discussion. Merci. Merci Glenn, en tout cas de faire l'effort de parler français pour nous faire excellent. Bonjour, donc Christelle Maffre, je suis la représentante de Enterprise Florida, qui est l'agence de développement de l'État de Floride en France. Donc mon rôle est d'assister les entreprises françaises à avoir les informations nécessaires à une future implantation sur le territoire de l'État de Floride. Christelle ne fait pas trop d'efforts parce qu'elle est française à la base. Pardon. Et américaine. Moi je vais essayer de parler français. Ça marche ou... Oui, oui. Bien Stéphane Salveta, je suis transitaire ou commissionnaire en transport et représentant douane. Et nous nous sommes implantés aux USA en 2012 et en Floride depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc je pense que je parlerai tout à l'heure du transport et de la logistique vers les États-Unis. Bonjour, Philippe Lorito. Je suis le fondateur de Spineway, qui est une société lyonnaise qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants pour la chirurgie de la colonne vertébrale. On a fondé Spineway États-Unis, dont j'ai pris la présidence en août dernier. Et je suis donc parti avec ma petite famille, début 2017, démarrer l'aventure américaine comme on peut l'imaginer. Voilà, j'ai lancé les débats. Ce que je propose, c'est que Christelle, tu commences par nous faire une petite présentation. Et comme ça, déjà, ça nous permettra de... Alors, ce qu'il faudrait, c'est, même si on est sur un plateau télé enregistré aujourd'hui, si vous pouvez garder vos questions pour la fin de la conférence, mais je voudrais qu'on soit quand même dans l'interactivité. N'hésitez pas, au bout de 45 minutes, de poser vos propres questions. Christelle, c'est à toi. Merci Marc. Donc, je pense que l'écran est sur votre droite. Je pense que c'est visible, ok. Donc je voulais vous parler un petit peu de la Floride et effectivement la perception de la Floride. La Floride, c'est pas forcément l'entrée vers le marché américain, mais aussi un autre marché qui va être le marché de l'Amérique du Sud. C'est pour ça que je l'ai appelé Florida Gateway to North and South America, l'entrée des Amériques en fait. Alors, on a souvent des idées perçues sur la Floride. Je préfère les mettre, j'ai fait un petit... pardon, hop. Donc les idées... dis donc. Okay. Ça ne marche pas. Excusez-moi. Donc on va faire juste doucement. Donc j'avais un alphabet qui me donnait effectivement les perceptions de la Floride. La Floride, c'est souvent les retraités, les plages, les vacances, Mickey, Disney, les alligators. On entend tout ce qu'on veut sur la Floride. Mais forcément, la Floride, pour moi, ce n'est pas que ça aujourd'hui. La Floride, c'est plus de 400 entreprises françaises implantées sur le territoire. C'est beaucoup d'exportations via l'Amérique du Sud. C'est une belle plateforme. Il y a des talents, énormément de talents donc, pour recruter qui sont notamment bilingues, puisque un quart de la population parle une autre langue.
Vous avez aussi des coûts opérationnels, j'en parlerai un petit peu plus longuement ensuite, qui sont des coûts opérationnels moindres par rapport à la côte Est, donc Boston, New York et la côte Ouest sur la Californie. Des capacités d'R&D, de la diversité et surtout de nouveau l'entrée vers les Amériques. Sur la droite de la slide, vous verrez quelques entreprises qui peuvent être locales ou qui sont en tout cas françaises, qui sont déjà implantées sur la Floride, donc comme Spineway qui va témoigner. Nous avons aussi une start-up de Toulouse qui s'appelle Fitting Box. Nous avons aussi Cotral, Aromatech qui sont dans les ingrédients, des plus grosses sociétés comme Airbus, LAM en logistique. Nous avons Dassault, vous avez aussi Saft et Silor qui a une usine vers Tampa. Donc effectivement, il y a quand même 400 entreprises qui représentent 27 000 emplois créés par les entreprises françaises. Quelques repères pour vous. La Floride, excusez-moi, j'ai un problème avec mon PowerPoint. Donc la Floride, c'est aujourd'hui le 3e État en termes de population, donc c'est pratiquement 21 millions d'habitants. Il y a donc un produit intérieur brut qui est assez intéressant donc parce qu'il est la 4e économie en termes d'économie américaine. Si la Floride était un pays, ça serait la 16e économie mondiale. Juste pour vous donner l'équivalent, je pense que ça s'associe à la Suisse, à l'Indonésie, pour vous donner en produit intérieur brut. Le taux de chômage aujourd'hui est à 3,6%, donc il y a vraiment un taux de chômage très faible, un des plus faibles actuellement aux États-Unis. Une économie qui est très diversifiée, où je vais vous parler un petit peu des secteurs. Et juste vous donner un chiffre, depuis décembre 2010, c'est pas marqué sur ma slide, il y a eu la création de 1 million d'emplois créés dans l'État de Floride depuis 2010. Donc ce qui veut dire que c'est une économie très diversifiée et surtout très dynamique. Il y a un problème, sorry. I don't know what's going on. Désolé pour l'animation. Pourquoi la Floride? Donc aujourd'hui, une localisation stratégique qui va vous permettre effectivement, comme je l'expliquais, une plaque tournante par rapport à tous les services professionnels qui vont se situer vers la Floride du Sud, mais effectivement aussi une plaque tournante avec l'Amérique latine et tout ce qui est le transport effectivement et la logistique qui va pouvoir venir d'Europe pour aller effectivement vers l'Amérique du Nord ou l'Amérique latine. Un bassin de recrutement diversifié. Il y a environ une douzaine d'universités en Floride. Désolée. Donc, diversifié, effectivement, vous allez avoir des universités qui vont être spécialisées, certaines qui vont être diversifiées vers Orlando avec les simulateurs, tout ce qui est aéronautique avec Embry-Riddle. Vous allez avoir des universités vers Gainesville qui vont être plus spécialisées dans tout ce qui est agro, ingrédients et agrumes, puisqu'effectivement la Floride possède quand même des oranges. Ensuite, vous avez aussi des universités vers le sud qui vont être des universités où il y a de la R&D, notamment dans tout ce qui est life science, les sciences de la vie et aussi tout ce qui est service professionnel qui va vous permettre d'avoir du marketing et du commercial. Je viens au coût opérationnel effectivement de la Floride. Donc je parlais du coût du travail. Coût du travail moindre par rapport à des chiffres effectivement qu'on pourrait voir en Californie ou à New York. Donc on ne va pas diviser les salaires par deux parce que c'est quand même Miami, c'est une ville assez dynamique, donc vous allez avoir quand même un salaire qui est assez haut, mais par rapport à un ingénieur, je vais vous donner une information, un ingénieur en Floride que vous allez payer entre 60 et 70 000, vous allez avoir 110 000 dollars en Californie pour le même poste. Donc voilà, c'est aussi en prévision de vos business plans, il faut intégrer effectivement le coût des salaires, mais aussi le coût des énergies, de tout ce qui est électricité si vous en avez besoin par rapport à des projets de manufacturier ou de fabrication. Et ensuite, il faut aussi intégrer le prix de l'immobilier. Pareil, en prix d'immobilier, je vous ai fait donc une petite comparaison que vous allez pouvoir voir pour des coûts opérationnels qui sont sur le secteur du IT, de l'informatique. Donc vous allez voir que sur votre gauche, les 3 premières villes qui apparaissent sont Orlando, Tampa et Miami. Donc Orlando étant celle qui a le taux d'opérationnel qui est à moindre coût par rapport à des villes où j'ai mis New York, Boston, San Francisco, San Diego, Philadelphie. Toujours en incluant effectivement le coût du travail,
le coût de louer un bureau est opérationnel, tout ce qui est transport, utilité, donc énergie, et tout ce qui est aussi taxes, donc on va voir un petit peu plus tard sur la taxation du système en Floride. Le taxe, un cadre légal et fiscal très pro-business. Donc nous avons aussi, je vous signale que Monsieur Béjon, donc Pascal Béjon, est notre fiscaliste présent sur le stand de la Floride qui est SFC Group. Vous pourrez discuter avec lui de la fiscalité si ça vous intéresse et effectivement pour arriver à gérer vos taxes sur le territoire américain. La Floride, c'est aujourd'hui le 4e État en termes de fiscalité pro-business. On passe après le Dakota du Sud, le Wyoming et l'Alaska. Par contre, il y a effectivement un climat qui est intéressant. Pour les impôts sur les sociétés, l'impôt est à 5,5%. Vous avez une comparaison aussi sur le tableau que je vous ai mis, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Effectivement, il y a la Californie qui est à 8,5% d'impôt sur les sociétés. New York est à 7,7%. Donc c'est des taux qui sont à prendre en considération, en plus de l'impôt fédéral. On est bien d'accord. Je pense que M. Lorito pourra aussi vous donner des exemples ou d'autres personnes, mais effectivement, c'est le taux de l'État là qui s'applique, pas le taux fédéral qui est bien sûr un autre taux. Ensuite, vous avez, pour les personnes physiques que vous allez employer ou les expatriés qui vont venir, il y a 0% de taxes sur le revenu, d'impôt sur le revenu sur les personnes physiques. Toujours pareil, sur le niveau État, le fédéral est toujours là, donc il y a toujours une base fédérale. Donc ça, ce sont des choses à prendre en considération qui nous permettent aujourd'hui d'avoir la Floride qui se qualifie vraiment comme État qui est pro-business et effectivement qui attire de par justement son taux d'imposition sur les sociétés qui est plus bas. Ah pardon, alors là c'est carrément parti, ça va pas du tout. Donc pourquoi la Floride, excusez-moi. Donc l'état du Sunshine State, donc pour la qualité de vie, effectivement, on a des entreprises qui viennent souvent vers nous et qui nous demandent une comparaison effectivement de coûts, mais aussi l'envie d'être dans une qualité de vie qui est intéressante, où on peut recruter des talents. Et donc là, effectivement, j'ai pris quelques données qui sont de 2016 et 2015, où la Floride était le premier État où les Américains souhaiteraient vivre. Ensuite, il y a aussi 9 villes de Floride qui sont classées parmi les 100 premières. Donc vous avez aussi Sarasota, Naples dans la Floride du Sud, mais plus à l'ouest. Vous avez Jacksonville, qui est une ville qui est à proximité pratiquement de la Georgie. Vous avez Fort Myers aussi dans le sud-est. Vous avez Melbourne qui est en dessous de Orlando. Tampa qui se trouve sur la côte ouest. Lakeland et Daytona Beach qui est aussi vers Orlando, et vous avez donc Miami. Ce sont les top villes qui sont classées dans les 5 meilleures villes où vivre aux États-Unis. Je continue effectivement ma prochaine slide sans la voir. Donc aussi pour vous donner des informations, au niveau des secteurs, effectivement, maintenant je vais vous parler des secteurs. Le secteur en fait qu'on va retrouver, c'est des piliers traditionnels. Il va y avoir tout ce qui est aéronautique, qui est classé actuellement, l'État est classé 2e en termes d'attractivité d'entreprises étrangères sur le secteur. On compte à peu près 600 entreprises de maintenance, repair, overhaul en Floride, dans l'aviation, avec des principaux constructeurs qui sont Embraer et qui fabriquent effectivement des avions sur place. Au niveau d'autres secteurs, nous avons aussi le secteur donc, des sciences de la vie. La Floride apparaît en termes de fabrication d'équipements médicaux, et je pense que M. Lorito pourra témoigner. Dans les derniers sondages, la Floride apparaissait comme numéro 2 en termes d'attractivité, avec des dispositifs et un écosystème qui permet effectivement de grossir. Nous comptons 295 biotech en Floride, donc ce qui est quand même qui la met en 7e position aux États-Unis. Donc un État qu'on ne connaît pas forcément pour tout ce qui est biotechnologie, mais qui commence à apparaître effectivement grâce à des centres de recherche spécialisés et de plus en plus aussi d'incubateurs spécialisés dans tout ce qui est sciences de la vie, et aussi l'apparition aussi des venture capital sur l'État de Floride qui vous permettent effectivement de faire des levées de fonds sur cet État. Ensuite, je vais vous parler d'un secteur qui est le nautisme, qui était un petit peu en déclin il y a quelques années avec la crise et qu'on voit repartir aujourd'hui dans tout ce qui est réparation de yachts, et aussi avoir notamment effectivement avec la France et la Côte d'Azur et l'Italie qui attirent effectivement pour avoir un point sur la Floride du Sud, et donc le nautisme est reparti chez nous.
Ensuite, vous avez le secteur de tout ce qui est services financiers. Pas forcément pour les grandes banques qui ont une entité sur New York et qui doivent être à New York, mais plutôt pour des banques qui veulent être présentes sur l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Et aussi des banques qui veulent être aussi avec des coûts opérationnels moindres et avoir des back-office. Et là, on va retrouver tout ce qui est back-office au niveau de Tampa, où ça attire énormément. Nous avons la société Acticall, qui est une société de services de call center, qui vient d'établir son siège Amérique à Miami, effectivement, avec sa structuration de siège Amérique du Sud et Amérique du Nord à Miami. Nous avons aussi tout ce qui est services professionnels, mais pas que les banques. Effectivement, on retrouve beaucoup de marketing, e-marketing, de services professionnels dans aussi l'accompagnement avec des sociétés, les incubateurs. Pareil pour toucher la plateforme Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et ensuite, je terminerai aussi par le secteur IT, qu'on va retrouver sur pas mal de domaines, qui vont être le domaine du gaming 3D, notamment avec une implication particulière sur tout ce qui est simulation de vol, mais aussi avec l'attraction de Disney, qui va être un des clients principaux souvent de ces sociétés, notamment dans le gaming et intelligence artificielle. Voilà, ensuite je vais essayer vraiment d'être plus court parce que je veux répondre à vos questions et que tout le monde ait le temps de parler. Et puis vous dire effectivement qu'il y a des entreprises qui peuvent témoigner, qui peuvent vous donner. On va vous aider, nous, Enterprise Florida, dans nos missions, à identifier effectivement les coûts, à trouver potentiellement des partenaires ou identifier des entreprises qui pourraient être vos sous-traitants sur place, vous aider à identifier des personnes qui pourraient vous aider en logistique, qui pourraient stocker aussi pour vous, qui pourraient faire la redistribution sur des plateformes donc Amérique du Nord et que vous ayez une première présence en Floride via un partenaire qu'on appelle les Fulfillment Company. Voilà, toutes ces services sont à votre disposition au niveau France d'Enterprise Florida, que je représente. Nous sommes basés entre Paris et Aix-en-Provence, donc vous pouvez me contacter, je suis à votre écoute. Nos services sont gratuits et confidentiels. Nous dépendons du bureau du gouverneur, donc de l'État de Floride en direct. Nous avons un bureau, donc notamment 14 bureaux à l'international. Et nous avons 70 personnes sur le terrain qui sont des spécialistes sectoriels ou des spécialistes régionaux par zone géographique en Floride qui peuvent vous accompagner sur toutes les zones effectivement où vous auriez des demandes et obtenir de l'information complémentaire. Voilà, je vous remercie. Là, on va avoir Glenn qui va nous parler de la partie immigration, donc les visas, qui est très importante aujourd'hui, et la partie aussi structuration d'une entreprise, comment choisir correctement son entité juridique sur l'État de Floride et en général aux États-Unis. Merci Christelle. Donc, juste pour commencer, je voudrais ajouter que vous avez un service disponible qui est Enterprise Florida et Christelle et son équipe que je connais depuis plusieurs années. C'est gratuit. Elle est à votre disponibilité pour vous aider avec vos questions sur comment s'implanter en Floride. Il y a régulièrement des délégations françaises qui viennent en Floride. Nous venons d'avoir une grande délégation de Marseille, de la région de Marseille, qui a visité toute la région de Miami et qui était reçue par le maire de Miami, la commission de Miami et le gouvernement et aussi les compagnies. Vous avez aussi un consulat de France à Miami qui est très actif. Et le consul général et son équipe qui aident les entrepreneurs et les compagnies et les professionnels français qui viennent. Et en plus, il y a une chambre de commerce franco-américaine, FACC, qui est très active depuis plus d'une vingtaine d'années à Miami, qui fait régulièrement des missions, qui accueille des missions françaises là-bas. Et voilà, donc je suis Glenn Cooper, avocat francophone en Floride. Je viens régulièrement en France pour parler avec des compagnies, investisseurs, professionnels sur les différents sujets juridiques, immigration. Comment est-ce que je viens en Floride? Parce que, et surtout, je crois qu'une des premières questions qui se présente, c'est l'immigration. Voilà, donc
pour un Français, d'abord, je veux juste commencer par dire que les portes sont toujours ouvertes aux États-Unis. Ça n'a pas changé. Je sais, dans la presse, peut-être il y a beaucoup de questions, des soucis sur ce sujet, mais surtout pour les professionnels, pour les compagnies, pour les investisseurs, pour les étudiants, pour les chercheurs, les portes sont ouvertes. Et les programmes n'ont pas changé. Même c'est possible que les programmes vont améliorer dans les années qui viennent. Donc je vais commencer avec le visa E. Le visa E1, E2, c'est une visa qui est sous la convention entre la France et les États-Unis pour les compagnies américaines, nouvelles compagnies ou compagnies existantes qui sont rachetées ou créées par les Français, soit un Français ou soit un groupe de Français qui sont minimum 50% actionnaires d'une compagnie américaine, disons une compagnie floridienne. Donc le visa E2, le visa investisseur, c'est un des visas le plus suivi par les Français. Donc imagine un entrepreneur lyonnais ou lyonnaise qui veut s'installer à Miami, qui veut lancer une boîte de services, une boîte de technologie, import-export, médical. Cet Français soit rachète une business existante s'il trouve un business qui est intéressant, soit il crée son propre business. Et il peut faire une joint venture ou une association avec une Américaine. L'important, c'est que la compagnie américaine soit minimum 50% détenue par un Français ou par des Français, par une compagnie française, donc plusieurs possibilités. Et il faut prouver que vous investissez le montant nécessaire, soit pour racheter le business, donc disons si le business vaut $100 000, si c'est une business existante, et que si le prix de vente est $100 000, il faut prouver que les investisseurs investissent $100 000. Si les start-up costs ou les prix de démarrage sont de $100 000, il faut prouver au consul à Paris, donc c'est l'ambassade des États-Unis à Paris qui traite ce genre de visa, que vous investissez ce montant et que vous allez employer des Américaines. Normalement, il s'agit de l'emploi de 2 ou 3 Américaines, pas tout de suite dans la première journée, mais dans la première année, par exemple. Et là, c'est le business plan, le plan d'affaires qui est très important, le prévisionnel. Il faut venir à l'ambassade, à l'entretien avec une belle présentation, business plan, prévisionnel, et prouver comment le business va être rentable, profitable dans les 2 ou 3 années, par exemple. Et il faut aussi prouver que la personne, l'investisseur, est capable de faire réussir le business. Par exemple, si vous avez de l'expérience dans ce domaine, ça aide. Mais aussi, si vous avez fait la recherche de marché avant, si vous connaissez le marché, si vous pouvez prouver que vous avez visité plusieurs fois la Floride et vous avez une connaissance du marché, c'est très important. Donc, le visa E2 est donné pour 5 ans, renouvelable sans limite. Donc, tous les 5 ans, si le business réussit, c'est renouvelé. Et en plus, le mairie de détenteur de visa est donné une permis de travail. C'est très important parce que souvent, c'est on peut dire, deal breaker. Si le mairie ne peut pas travailler aux États-Unis, ça ne va pas aller. Donc, pour ce genre de visa, c'est inclus. Donc, c'est le visa le plus suivi. C'est pour ça que j'ai donné beaucoup de temps sur ce visa. Mais un autre visa, c'est le E1. C'est un visa de commerce. Au lieu de prouver investissement, là, pour le visa E1, il faut prouver un grand flux de commerce entre la France et les États-Unis, soit en produits ou soit en services. Donc, il faut normalement établir, pas tout de suite, mais assez rapidement, que vous allez établir des milliards d'unités de transactions, des millions de dollars, euros de transactions pour établir un visa E1. Et c'est pareil, il faut que la compagnie américaine soit minimum 50% détenue par les investisseurs français. Le visa L1, c'est pour une compagnie française qui crée une filiale ou société sœur à Miami ou en Floride et qui va transférer un exécutif, gérant, responsable, spécialiste qui a travaillé minimum 1 an pour la compagnie à l'étranger et qui va fonctionner comme manager exécutif ou spécialiste aux États-Unis. En plus, même chose, le mairie de visa E ou L peut avoir un permis de travail. Bien sûr, les enfants peuvent aller à l'école. Jusqu'à 21 ans, les enfants sont inclus sur le visa. Bien sûr, il y a aussi le ESTA Visa Waiver pour les gens qui veulent visiter pour 90 jours. Avec le passeport français, il faut juste s'inscrire sur le site Internet ESTA pour avoir le droit de voyager aux États-Unis. Et pour les gens qui veulent passer plus de 90 jours pour la prospection ou visite, il y a le visa BM-B2
qui se demande directement à l'ambassade à Paris. Visa H-1B, c'est pour les professionnels français qui ont le niveau Bac plus 3 ou Bac plus 4, qui sont recrutés par les compagnies américaines pour travailler dans des postes professionnels. Donc, toutes les différentes professions qui sortent de l'université, ça peut rentrer dans le type de visa H-1B. C'est plafonné à 65 000 visas par an. Et les dernières années, le service d'immigration a reçu entre 200 000 et 250 000 demandes. Ça veut dire qu'il y a c'est un tirage de loterie pour que le dossier soit étudié par le service d'immigration. Mais quand même, c'est un programme qui est très suivi. Le visa F1, c'est pour les étudiants français ou pour les jeunes français qui veulent étudier dans nos universités, nos collèges, nos écoles de langue aussi. Toutes nos écoles, c'est le visa F1 pour les étudiants étrangers. Donc, on a beaucoup des étudiants français qui viennent en Floride, dans les universités, collèges, lycées, écoles de langue. Le visa O, c'est pour une personne extraordinaire. L'exemple classique, c'est prix Nobel ou quelqu'un qui est le plus renommé dans la musique ou dans l'art. Mais ça peut aussi être une des meilleurs hommes ou femmes d'affaires en France. Ça peut être un inventeur, un créateur, un médecin qui est pas forcément le meilleur médecin en France, mais le meilleur médecin dans tout ce qui est ou tout ce qui est spine, comment dire, le meilleur. Rachid. Oui. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais il faut prouver avec plusieurs preuves que la personne est parmi les meilleurs dans son domaine pour avoir une visa O. Et ça, c'est pour un individuel. Visa P, ça peut être pour l'équipe de foot français ou olympique lyonnais qui va faire un match aux États-Unis. Donc, ça, c'est le visa P pour les personnes extraordinaires. Visa G1, c'est pour un stagiaire français qui va faire un stage jusqu'à 18 mois, maximum 18 mois aux États-Unis, un stage dans une compagnie ou chambre de commerce ou organisation américaine. Bon, après, résidence permanente, donc pour les multinationales dont j'ai parlé, les L1, c'est possible de demander le green card. Aussi pour les gens extraordinaires, niveau extraordinaire, c'est possible de demander le green card. Et aussi pour les investisseurs. Donc, un investissement sur le programme EB5, minimum $500 000 dans certaines zones qui nécessitent plus de l'investissement à cause du chômage. Et la création de 10 emplois américains, c'est possible d'avoir un green card. Et aussi, il y a le rapprochement familial, par exemple, d'une Américaine qui sponsor son mari ou une Américaine qui sponsor ses parents. Et c'est le programme rapprochement familial et aussi la loterie, Visa Lottery, sont des programmes qui risquent d'être changés dans les années à venir. Mais je crois que pour les maris d'une Américaine ou les parents d'Américains, ça ne va pas changer, mais les autres relations risquent d'être changées. Bon, brièvement, je vais parler des sociétés en Floride. Et juste pour répéter ce que Christelle a dit, la Floride est un État qui est très ouvert, très friendly, très amical au business étranger. On a un gouverneur, Rick Scott, qui entre dans son 8e année comme gouverneur, qui était son objectif était la création d'emplois. Et il se bat depuis 8 ans pour être le meilleur État par rapport à la création d'emplois pour les Floridiens. Et pour créer des emplois, il faut que les compagnies viennent en Floride. Donc, il y a gouverneur Scott qui vient en France, en Israël, dans tous les pays de l'Europe presque, pour recruter des compagnies françaises, pour parler du fait que nous avons un taux de chômage qui est dans le niveau de 3%, même que nous ajoutons chaque année 4% d'augmentation des ouvriers, des gens qui peuvent travailler arrivent en Floride, mais que le taux de chômage continue à se réduire. Ça veut dire qu'il y a toujours de la création d'emplois. C'est un État qui est très, comment dire, moins réglementé. Les réglementations est beaucoup moins, par exemple, que Californie ou New York. Et de créer une société en Floride, c'est assez facile par rapport, je crois, en France. On peut créer une société dans quelques jours, même une semaine. L'important, c'est le pacte d'actionnaires. Les contrats sont très importants. Parce qu'aux États-Unis, en Floride et aux États-Unis, on n'a pas un code civil qui est comme en France, où ça protège les transactions d'affaires. La loi en Floride et la loi aux États-Unis, c'est le contrat
entre les personnes, entre la compagnie, entre les hommes d'affaires. Et donc, il faut connaître le contrat, il faut être très clair sur le contrat. Surtout si vous avez l'autre partie qui rédige le contrat, vous devez imaginer que le contrat est rédigé à 100% pour l'intérêt de l'autre partie. Et c'est très important, même dans les transactions personnelles, une bail par exemple, il faut connaître et négocier, parce que sinon vous allez entrer dans une transaction qui n'est pas équilibrée et qui va être dure. Donc très important dans tous les sens. Mais pour la création de société, facile à faire, mais il faut parler avec un fiscaliste, expert comptable pour connaître la fiscalité entre la France et les États-Unis. Il y a les conventions fiscales, etc. Donc il faut planifier en avant. Donc c'est la planification qui est très importante. Créer une société est facile, mais la planification, il faut prendre le temps de le faire. Et c'est bien d'utiliser plusieurs sociétés. Par exemple, si vous allez investir dans l'immobilier ou dans différents projets, séparer chaque projet dans une société indépendante, parce que s'il y a un problème avec un projet, mais si plusieurs projets sont dans la même société, tous les projets risquent d'être tirés dans une potentielle litige. Mais si chaque projet ou chaque bien immobilier est séparé dans une autre société, vous avez plus de protection. Donc, on a le corporation et le LLC. Le corporation, on peut comparer à un SA, le LLC plutôt comme un SARL. Donc, les petites sociétés souvent passent par les LLC, mais il y a des questions fiscales qui sont très importantes. De temps en temps, c'est mieux de passer par une corporation. Ça dépend de la structure de la compagnie. Il faut toujours penser à la phase de demande de permis, le permis pour faire business. Si vous êtes par exemple un restaurant, il y a les permis de restauration, les permis d'alcool, il y a le permis hygiène aussi. Donc, ouvrir un restaurant sans avoir tous ces permis, ça peut être grave. Ça risque de retarder plusieurs mois parce que vous allez avoir l'inspecteur qui va frapper la porte et qui va dire « close your business ». Donc, il faut connaître les règles, et c'est dans tous les États, bon, ici, j'imagine ici aussi, mais être sûr que tous les permis et les licences sont appliqués et sont en cours avant d'ouvrir, parce que sinon, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Aussi, pensez à protéger vos marques et brevets. Donc, si vous avez des propriétés industrielles, propriétés intellectuelles, il faut penser à les enregistrer le plus tôt possible à l'étranger, surtout aux États-Unis, parce qu'il y a des dates limites. S'il y a une création ici, et je sais qu'il y a des conventions pour les brevets et les marques, mais parlez avec votre avocat propriété intellectuelle ici pour être sûr que vous êtes enregistré sur les différentes conventions internationales pour ne pas perdre vos droits, patent, trademark, etc. Et si vous allez faire business dans d'autres États activement, si c'est juste quelques ventes à Californie ou New York ou Georgia, ce n'est pas nécessaire d'enregistrer une deuxième fois. Mais si votre compagnie floridienne va faire des business régulièrement, toutes les semaines, tous les jours, avec des représentants, par exemple, à Georgia ou à Texas, normalement, il faut enregistrer la société floridienne pour avoir le droit de faire business dans cet État et même aussi payer les impôts dans notre État. Et sinon, vous risquez d'avoir les inspecteurs de l'autre État et fiscal qui va pénaliser la compagnie. Mais si c'est juste une vente de temps en temps ou des transactions irrégulières, normalement pas nécessaires. Mais par exemple, la Californie est un État qui est assez strict. Donc, dans certains États comme Californie et d'autres, avant de commencer à faire business dans un autre État, essayez de rechercher la loi pour ne pas avoir des mauvaises surprises. Et comme j'ai dit avant, jamais signer un contrat sans bien comprendre les termes, le droit qui régit le contrat. Est-ce que c'est la loi de Floride? Est-ce que c'est la loi française? Peut-être mieux si c'est un contrat américain, c'est mieux que ça soit régi par la loi américaine, parce que normalement la transaction se fait aux États-Unis, et si un juge floridien doit comprendre la loi française, ça risque d'être compliqué. Donc mieux que la loi soit régie en Floride, soit par le tribunal. Ça peut aussi être régi par un tribunal d'arbitration, que souvent dans les affaires, on décide de faire arbitration au lieu du tribunal, parce que les tribunaux peuvent être plus longs. Clause de non-competition ou non-concurrence, très importante. Donc si vous allez avoir un distributeur agent qui vous représente,
Et donc, c'est votre business, c'est votre activité, c'est votre produit. Vous nommez un distributeur qui va distribuer vos produits. Très important que si jamais le business ne va pas bien ou le distributeur n'est pas bien, ou vous voulez virer le distributeur, qu'il ne peut pas faire concurrence contre vous pendant une certaine période de temps. Aussi, clause de confidentialité, secret commercial. Aussi, dans les contrats de travail, les contrats de travail ne sont pas exigés aux États-Unis, mais pour les postes manager niveau important, c'est quand même important d'avoir minimum clause de non-concurrence, confidentialité, non-sollicitation des clients, etc. Parce que sinon, si vous n'avez pas du tout de contrat, vous embauchez quelqu'un qui travaille avec vous pendant 2-3 ans, qui est votre manager. Un jour, il quitte, il ouvre de l'autre côté de la rue le même business que vous avez et il prend tous vos clients parce que vous n'avez pas de clause de non-concurrence qui disent que pour 20 km ou 30 km, vous ne pouvez pas ouvrir une société, vous ne pouvez pas travailler pour une autre société qui fait concurrence, vous ne pouvez pas prendre nos clients et vous devez garder en secret tout ce que vous avez appris chez nous. Si ce n'est pas écrit dans un contrat, il ou elle peut faire tout ça. Et ça imagine combien ça peut vous coûter. Donc, très important de penser à ça. Le bail pour une location de bureau ou même appartement est rédigé par la propriétaire ou son avocat 100% à son faveur. Donc, il faut essayer d'équilibrer le bail. Par exemple, les augmentations, si c'est un bail pour 5 ans, normalement, après 5 ans, le bail est terminé et le propriétaire peut dire « Ok, je double le loyer ». Il peut dire ça. Mais si vous avez un bail qui dit qu'à la fin de 5 ans, on a une option de renouvellement avec une augmentation plafonnée à 5% ou le taux d'inflation, là, vous pouvez planifier. Donc, c'est un exemple comme ça. Et aussi que si vous êtes dans le retail, vous pouvez avoir une clause dans le bail, vous pouvez demander une clause qui dit qu'une compagnie qui est dans le même domaine que nous, si vous êtes restaurant, français, vous pouvez dire qu'un autre restaurant français ne peut pas ouvrir dans le même centre commercial. Sinon, si ce n'est pas dans le contrat, vous pouvez avoir un autre restaurant français à côté de vous. Normalement, ce n'est pas bien. Mais ça, c'est toutes les choses qui ne sont pas données dans le bail. Il faut les demander. Dans un achat de fonds de commerce, très important de prendre le temps d'étudier. Dans le contrat, il faut donner minimum 30 jours ou même plus pour faire une étude du business, étude profonde du business, des finances et tout, avec un droit de sortir du contrat si vous trouvez quelque chose qui ne va pas. Donc, toujours mettre une due diligence period, ou période d'étude dans tous les achats de business, très important. Et voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Et je suis à votre disposition après la conférence. Merci. Je vais prendre donc la suite. Donc moi je travaille aussi dans un domaine où l'administration et les règlements sont très importants. Alors juste, voilà la première slide juste pour présenter notre société de seconde. Donc nous sommes un groupe qui a 73 ans. Ça fait 150 ans que nous travaillons dans le shipping. Donc nous sommes implantés en France où aujourd'hui nous avons au total à peu près 130 personnes. Nous avons été implantés à Lyon d'ailleurs. Nous sommes au Havre, à Nantes, à Marseille, à Toulon, directement. On a notre base qui est à Istanbul. Nous sommes à peu près au total 400 personnes. Nous sommes en Géorgie, en Arménie, en Irak, en Azerbaïdjan, en Roumanie, au Kazakhstan, au Turkménistan et bientôt au Liban, en Égypte et on a décidé il y a quelques années de s'implanter aux USA. Donc c'est une implantation qui est structurelle parce que d'abord nous pensons qu'on ne peut pas grandir et ne pas être aux USA. Nous nous sommes implantés en 2012 d'abord à Houston. Nous sommes tombés en plein au moment où les cours pétroliers étaient très bas. Donc lorsque nous téléphonions à Houston à un client, il nous disait souvent vous pouvez venir nous voir, mais dans une semaine je ne sais toujours pas si j'aurai toujours le boulot. Donc on verra bien. Nous avons décidé en 2014-2015 de bouger à Miami, de mettre notre siège à Miami. Nous en sommes très heureux. D'abord, alors je commencerai par une partie humaine, c'est qu'à Houston, on avait à peu près 6-7 personnes et pour les personnes qui avaient des compétences interculturelles, qui aimaient l'international, qui aimaient
on va dire, une ville ouverte sur le monde, eh ben Houston, c'était relativement dur pour les employés. Et en été, il y a 3 villes réellement, ou 4 villes, ou plusieurs États internationaux aux USA, qui sont la Californie, bien sûr, qui sont New York et qui sont la Floride. Donc aujourd'hui, je peux dire que tous les employés que nous avons à Miami sont heureux d'être à Miami. On a même proposé, parce que j'ai un VIE, l'année prochaine de passer sur New York. Il nous a dit je préférais continuer encore 3-4 ans à Miami. Alors moi j'aime bien le froid, là je vois aujourd'hui le climat, on rentre dans l'hiver. Ben, à Miami, il faut avouer que le climat est toujours très très bon. Alors pour ceux qui aiment le ski, c'est peut-être pas la meilleure destination, mais pour ceux qui aiment la mer, le soleil, etc., effectivement c'est intéressant. J'ai participé à la mission de Marseille aussi à Miami, et je me suis aperçu qu'au niveau de nouvelles technologies, alors moi je suis aussi président du syndicat des transitaires ici, et au niveau de tout ce qui est Smart Port, Smart City, etc., les États-Unis sont relativement à la pointe, même si au niveau de l'organisation du transport, ils ont plutôt 80 ans de retard sur la France ou sur l'Europe. On va dire que c'est l'Europe qui est en avance dans le monde, dans les organisations des communautés. Alors, dernière chose, donc nous avions aussi un bureau sur New York. Alors, la seule chose, alors là on peut le voir sur ce slide-là, pourquoi nous avons choisi Miami au niveau logistique. D'abord, il y a 3-4 ans, il y a un groupe français que tout le monde connaît qui s'appelle CMA, et nous avons nous-mêmes une joint venture avec CMA dans le Caucase, qui s'est implanté, qui a décidé de faire de Miami son hub, et qui a été des investissements assez importants au niveau du shipping, parce qu'il croit que le port de Miami, la zone de Floride, est d'abord un hub au niveau logistique par rapport à l'Amérique centrale, à l'Amérique du Sud, mais également même vis-à-vis des États-Unis, c'est un port qui augmente et qui est en croissance. Les ports de New York, parce qu'il y en a plusieurs, ou même les ports de Houston, connaissent plus de congestion. Les ports qui sont en Californie, c'est là où les syndicats sont les plus importants. Il faut savoir que le syndicalisme portuaire aux USA est peut-être 2 fois ou 3 fois plus déstabilisant que le syndicalisme portuaire en France, et pourtant il est déjà fort. Donc, on a regardé ces investissements et on s'est dit effectivement, ça pourrait être intéressant de se retrouver dans une zone qui puisse nous permettre de pouvoir aller au Brésil, ça nous permet ça, de pouvoir aller à New York en 3 heures, de pouvoir de toutes les manières bouger, de pouvoir aller en Colombie. Là, je sais qu'à Clax Export, il y a quelqu'un qui vend du conseil sur la Colombie. La seule chose qui m'a étonné lors de mon voyage, parce que là, on travaille, alors à partir de mi-janvier, pour la première fois en France, on va créer une ligne de groupage Foss-Miami. Pour l'instant, tous les groupages en France montent sur New York, et après, on fait du camion pour Atlanta, pour Miami, etc. C'est vraiment New York le centre. Rien n'existe sur Miami. Et lorsque nous rencontrons des sociétés, il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas un flux complet à envoyer sur Miami. Et donc, au lieu de faire du camion depuis New York, là, on va proposer une ligne directement sur Miami. Et puis après, on pourra aller à Atlanta en camion et à partir du sud. Mais ce qui m'a étonné, c'est que je m'étais dit que nous pouvions faire de Miami aussi un hub par rapport aux Antilles françaises. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des Antilles françaises, il faut remonter à Rouen ou Havre et après envoyer. Et là, je me suis aperçu que les États-Unis n'avaient aucune relation avec nos Antilles, que la Martinique et la Guadeloupe ne regardaient qu'avec la France, et que CMA, il me disait, par bateau, il doit faire entre 6 et 7 conteneurs par semaine. Donc en réalité, la Floride est vraiment un hub pour toute cette région-là, sauf nos Antilles françaises. Voilà, donc là, je comptais faire une publicité sur les Antilles, mais je crois ça va pas être possible. Par contre, on peut penser à tout ce qui est Mexique, à tout ce qui est Colombie, à tout ce qui est Venezuela, Brésil, Argentine, tous ces pays-là, peut-être Cuba, je pense, un jour, même si ça ne se fait pas encore totalement de manière fluide. Alors au niveau USA, qu'est-ce que je peux dire sinon au niveau de la logistique? Au niveau douane, d'abord, la partie broker est une partie qui est relativement importante. Il faut des bonds. Alors ça, vous connaissez, il y a des bonds permanents et il y a des bonds par opération qui ont un prix. Il faut que la société donc importatrice soit enregistrée. Il ne faut, par rapport à la France, vous êtes, alors on peut dire flagué, alors je sais pas, mais en tout cas, si vous faites une bêtise au niveau de la douane import, voire
le fournisseur français fait une bêtise dans sa déclaration export, à vie, il peut avoir un petit drapeau noir sur toutes les douanes américaines. Donc il faut faire assez attention de la société avec laquelle on va collaborer au niveau des douanes, parce qu'il suffit d'avoir 1 ou 2 shipments qui se passent mal, et à vie, vous aurez des problèmes sur vos exportations vers les USA. Ensuite, il y a en France, alors pour ceux qui font du maritime, il y a une question de sécurité, puisque vous savez que suite aux attentats de 2001, les États-Unis ont mis des procédures de sécurité qui sont, on va dire, peut-être à la pointe au niveau mondial. Mais par exemple, quelque chose de relativement pratique, lorsque vous allez à Fos, que vous voulez aller en Chine, que vous voulez aller en Algérie ou ailleurs, vous pouvez mettre votre conteneur 4-5 jours avant le départ, ou même 3 jours avant le départ. Aux USA, il faut le mettre au minimum 6 jours avant. Et étant donné que les free time sont de 8 jours, lorsque vous avez beaucoup de conteneurs sur un BL, il y a toute une logistique à faire pour éviter le paiement de stationnement. Voilà, donc les États-Unis restent un petit peu plus techniques à opérer que d'autres pays de ce point de vue. Ensuite, bon, au niveau des transit times, c'est relativement... Alors, New York, on va pouvoir le faire à partir de Fos, entre 7 et 10 jours. Et Miami, je terminerai par ça. Miami, on y arrive entre 13 et 15 jours. Voilà, mais il y a 3 lignes directes, il y a des lignes directes, il y a des lignes qui passent aussi via Algeciras, via d'autres ports. Voilà, mais c'est une destination qui est relativement facile à atteindre. Et ensuite, on peut faire d'abord des déchargements, des rechargements, on peut passer par train. Il y a plusieurs moyens de pouvoir atteindre d'autres zones aux États-Unis, mais je pense que Miami est intéressant aux États-Unis pour la zone sud-est des États-Unis. Voilà ce que je peux dire sur Miami, mais nous y sommes heureux. Merci. Merci Stéphane. Je vais passer la parole maintenant à Philippe Lorito, donc de la société Spineway, qui s'est installée il y a 1 an et demi. La société a été créée en août, mais l'activité a vraiment démarré en janvier cette année. Pour nous expliquer effectivement son témoignage et la vision qu'il a eue par rapport à ce développement sur la Floride. Ben, d'abord, ce que je remarque là, c'est que tout ce que vous venez d'expliquer, je l'ai vécu, et je l'ai bien vécu. Que ce soit l'obtention d'un visa E2 à travers un avocat spécialisé dans l'immigration qui va effectivement faire exactement le job dans le formalisme qu'attend l'ambassade américaine en l'occurrence. En fait, les États-Unis, c'est un mélange de pragmatisme et de rigidité dans leurs procédures. Tout ce qui est demandé est très clair, très simple, mais il faut absolument avoir le formalisme qu'ils attendent. Les constitutions d'entreprise sont extrêmement faciles. Effectivement, derrière, il y a beaucoup de travail à mettre en place, notamment sur la partie contractuelle. On a dépensé, nous, je pense, dans les premiers mois, de l'ordre de 50 à 60 000 $ pour effectivement faire nos propres contrats et ne pas être assujettis aux contrats de nos partenaires, faire nos propres contrats et les maîtriser. Comme disait monsieur tout à l'heure, par exemple, les clauses léonines n'existent pas aux États-Unis. Vous avez signé un contrat, quelles que soient les clauses qui sont dans ce contrat, le juge les fera appliquer. Donc il faut faire très très attention à ça. Après, je pense qu'aller aux États-Unis, c'est d'abord un autre état d'esprit. Les États-Unis, c'est pas l'Eldorado, c'est pas Alice au pays des merveilles. Il y a énormément d'opportunités. Il faut savoir les saisir. Et je pense qu'initialement, on est notre propre ennemi. Se dire, tiens, les Américains, finalement, c'est comme les Européens, on est tous des Occidentaux, donc on va se comprendre. C'est la première erreur fondamentale à ne pas faire. Dire, tiens, moi j'ai un anglais, je le parle couramment, ça fait 25 ans que je le parle dans 50 pays du monde. Ouais, en attendant, j'ai un accent français et il faut que je m'en méfie. Donc il y a plein de petites choses comme ça et il faut vraiment se remettre en cause. Il faut vraiment considérer le marché américain comme un challenge et il faut le prendre comme ça. Et c'est un challenge à la mesure des opportunités du pays. Dans notre secteur d'activité, la chirurgie du rachis,
c'est 50 à 60% du marché mondial. Donc il faut pas hésiter à y mettre les moyens, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'y installer personnellement, c'est d'être capable de me mettre à la portée du marché, de vraiment le comprendre, et surtout d'adresser le marché américain depuis le marché américain. Les premiers voyages vraiment d'études un peu aux profondeurs que j'ai fait l'été 2016, les premières choses qu'on nous dit sans malice et sans mauvais esprit, c'est « oui, alors au mois d'août, on ne pourra rien vous commander parce que la France est fermée ». Alors oui, c'est un peu vrai. Après, il faut leur expliquer que ce n'est pas non plus quelque chose contre lesquels on ne peut rien faire, et leur prouver qu'effectivement, le fait de venir s'installer, c'est vouloir répondre à leurs besoins, à leurs nécessités spécifiquement. Il y a une notion qui est très importante aux États-Unis, c'est la notion de service. Elle est cruciale, elle est fondamentale. Nous, dans notre secteur d'activité, quand il vous manque un implant au bloc opératoire, c'est toujours un problème. Aux États-Unis, ça peut devenir un problème incommensurable, parce qu'il y a cette notion de service. Hein, c'est comme quand on dit « mais vous laissez 20% de pourboire à la serveuse ». On n'a pas cette habitude-là parce que le service est compris en France. Et on a le service qu'on a. Là-bas, le service n'est pas compris et tout le monde y attache une très haute importance. Et ça se reflète à tous les niveaux de la société. Donc ça, c'est aussi un élément, je pense, qu'il faut comprendre. Cette notion de service est fondamentale et on peut difficilement y répondre, à mon avis, en tout cas c'est le cas dans notre secteur, à partir d'une structure française. Bon. Après, il est évident que la Floride, pour moi, comme vous l'avez décrit, il y a au moins 4 gros avantages. Le premier avantage d'abord, c'est que on a quand même 4 heures de travail en commun avec la France. Nous, la R&D, la production sont français, resteront résolument français. On a un savoir-faire à ce niveau-là, comme vous disiez pour la logistique, où probablement la France est un peu en avance sur les États-Unis. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, on a cette avance-là. Donc j'avais absolument besoin de m'établir dans une zone où je pouvais avoir 4-5 heures de travail avec la France tous les jours. Donc la côte Est, c'était évident. Ensuite, et vous l'avez signalé, alors c'est d'autant plus important pour nous qu'on a 25% de notre activité worldwide qui se fait en Amérique latine. Je rencontre probablement plus de mes clients d'Amérique latine à Miami que je les rencontrais à l'époque où je voyageais. Il y a quelques années, on avait fait un sondage, on fait un congrès distributeur tous les 2 ans. On avait fait un sondage un peu auprès de nos distributeurs parce qu'on voulait que ce congrès soit itinérant. En fait, on s'était rendu compte que c'était assez compliqué d'envoyer les Latins en Asie et les Asiatiques en Colombie ou ailleurs. Par contre, Miami, il y a consensus tout de suite. Voilà, c'est clair et net et c'est très simple. Et ça se vérifie aujourd'hui très régulièrement. Ensuite, le troisième point, et je sais qu'en France on n'aime pas trop parler de fiscalité, mais il est évident que les avantages fiscaux de la Floride, qui sont assez proches de l'État que tout le monde a en tête, qui est le Delaware, sont évidents. Vous parliez de salaire tout à l'heure. Nous, enfin en tout cas en Floride, il y a environ 15% de charges salariales et patronales comparé à la situation en France. Effectivement, c'est un gros avantage. L'emploi est extrêmement souple. Il y a très peu de règles en termes d'emploi. Hein. Un salarié américain moyen, en tout cas en Floride c'est le cas, a droit à 15 jours de vacances par an. Et encore, ce n'est pas une obligation légale. C'est vraiment un accord entre l'employé et l'entreprise. Mais ce n'est pas pour ça que le travailleur américain va être vraiment exploité. Aujourd'hui, on va mettre en place des outils, notamment à travers des assurances santé, pour garder nos meilleurs éléments. Parce que autant on peut laisser partir, comme on dit aux États-Unis, et pas licencier, laisser partir tout l'état d'esprit, et dans ces quelques mots, en fait,
des employés qui ne vont pas convenir, autant il faut retenir ceux qui vont bien. Et il y a un équilibre là à trouver qui est très différent de ce qu'on fait en France, de ce qu'on vit en France, mais qui est un cercle vertueux extrêmement intéressant. Donc c'est vrai que cette enveloppe fiscalité, sociale, travail, etc. est un élément important, a été un élément important dans notre décision. Alors ensuite, il y a un quatrième point, c'est que la Floride pour nous est le quatrième État en termes de chirurgie de colonne vertébrale. Donc c'était aussi un des éléments assez importants. On a fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on est allé voir en Californie, on est allé voir à New York, parce qu'effectivement c'est une plateforme. L'équilibre qu'on atteint en Floride, je pense aujourd'hui, est assez idéal. Je ne parlerai pas du beau temps, parce qu'il y a aussi la grippe en Floride, vous avez pu vous en rendre compte. Mais effectivement, c'est pour nous un très bon équilibre. Merci Philippe. Avec plaisir. Donc effectivement, on voulait vous montrer un petit peu toutes ces façades de la Floride, et que ce soit le côté légal, fiscal avec Pascal qui nous rejoindra sur le stand en haut, et deux témoignages en fait, même si Stéphane parle un petit peu de logistique, mais comment vous avez vécu ça? Et est-ce qu'il y a un conseil, voilà, le comparaison, vous avez comparé tous, vous avez fait Houston et Miami, vous avez comparé différents États. N'hésitez pas à comparer, parce qu'effectivement, il faut trouver le meilleur endroit pour vous, pour s'établir, et surtout faites-vous accompagner par des spécialistes qui sont présents ici ou que vous avez dans vos relais. Ou, en tout cas, n'hésitez pas à demander des conseils et vraiment vous retourner, que ce soit, je vois Émilie de la CCI de Lyon qui est derrière, elle s'occupe des Amériques, donc effectivement, toutes ces personnes-là sont à votre disposition, ainsi que les États. Et on est là pour vous, donc utilisez nos services en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous a, moi personnellement, m'a aidé, c'est que conscient de mon déficit finalement de connaissance des États-Unis, alors que c'est un pays auquel je voyage depuis mon premier voyage aux États-Unis, c'est 1975, donc c'est pour vous dire. J'ai trouvé dans les éléments que vous avez fournis un certain nombre de contacts franco-américains. Et ça, je pense que c'est très important. Moi, j'avais cette obligation, Spineaway est coté en bourse, donc on a besoin de consolider nos comptes, donc on avait vraiment besoin de trouver des experts franco-américains. Et honnêtement, la traduction de ces experts dans notre langue qu'on maîtrise plus ou moins bien a été fondamentale. Et je ne parle pas uniquement de la partie légale ou comptable où on peut se dire oui, effectivement, c'est très spécifique, forcément on n'y comprend rien. Dans le real estate, c'est pareil. Les assurances de santé, c'est la même chose. C'est extrêmement complexe de s'y retrouver. Et tous ces experts franco-américains, la plupart en fait sont de formation française, mais ont passé 20 ou 25 ans de leur carrière aux États-Unis dans des boîtes françaises, dans des boîtes américaines et parfois même dans leur propre boîte. Ils ont vraiment cette capacité à traduire dans nos propres références ce qu'est le marché américain. Et ça, initialement, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que les gens que j'ai rencontrés dans les listes que vous nous avez fournies sont de grande qualité. Merci. Donc effectivement, Enterprise Florida a mis au point des listes d'experts qui sont francophones, qui sont des experts qui ont été référencés par des entreprises françaises qui peuvent effectivement vous assister, vous conseiller. Comme j'ai conseillé à Philippe et je conseille à tout le monde, rencontrez-en plusieurs. Vous allez vous-même vous faire une opinion, mais en tout cas, certaines entreprises françaises les ont utilisées, donc ça veut dire qu'il y a quand même de la confiance et on essaie effectivement de vous guider à ce que votre développement se passe au mieux. Et si c'est l'État de Floride, nous serons ravis de vous accueillir, mais que ce se passe au mieux pour votre développement et surtout le pérenniser et pas faire one time, one shot. Voilà, c'est ce qu'on voudrait. Je vous laisse. Merci à tous. Et puis on a un stand en haut si vous voulez nous retrouver pour discuter avec un des experts. On vous souhaite la bienvenue sur l'État de Floride. Merci. Merci.